Chaque année, lorsque les premières pluies commencent à s'estomper sur les plaines ouvertes du Serengeti, le paysage change de couleur et de rythme. L'herbe qui, il y a quelques semaines encore, recouvrait le sol comme une couverture sans fin, commence à se dessécher. Le vent soulève de fines poussières et les sources d'eau se tarissent. Dans ce scénario, une décision s'impose sans aucune marge de manœuvre. Rester, c'est mourir. Les grandes migrations sont, par essence, des actes de survie à l'échelle d'un continent. Ce ne sont pas des aventures, ni des exploits volontaires. Ce sont des réponses biologiques à une loi qu'aucun animal ne peut défier. Là où il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de vie. Et dans ce coin de l'Afrique de l'Est, ce dicton est respecté avec une précision impitoyable. Au cœur de ce phénomène se trouvent les gnous, des animaux strictement herbivores, absolument dépendants de l'herbe jeune et des cours d'eau propres. Au total, environ 1,5 million d'individus composent cette colossale migration, un nombre si important qu'il est impossible de l'imaginer dans son ensemble. Souvent, les groupes visibles rassemblent entre 2 et 300 000 gnous qui se déplacent à l'unisson, flanqués de zèbres et d'antilopes qui se joignent à ce flux vivant. La route est circulaire et couvre près de 800 km. Il commence dans les plaines du Serengeti, en Tanzanie, lorsque la saison sèche s'installe définitivement et que les prairies commencent à manquer de nourriture. Les gnous, guidés par des signaux combinant la mémoire, la perception de l'environnement et la lecture des vents et des pluies lointaines, se dirigent vers le nord. Leur objectif est d'atteindre les terres plus vertes du Masai Mara au Kenya, où les pluies ont nourri de nouveaux pâturages. Le voyage est cependant loin d'être simple. Il ne s'agit pas seulement de parcourir des kilomètres, il s'agit de survivre à chacun d'entre eux. En chemin, les troupeaux doivent faire face au manque d'eau potable, à l'épuisement progressif des plus faibles, aux maladies contagieuses qui se développent dans les zones à forte densité animale et, bien sûr, aux prédateurs qui dominent ces étendues. Lions, léopards, hyènes sont à l'affût sur chaque tronçon. Mais aucun de ces chasseurs n'est aussi terrifiant que les crocodiles du Nil. Au milieu du voyage, plusieurs rivières coupent la marche. Le plus redouté est le Mara. Il n'est pas large, mais ses eaux troubles et limoneuses cachent de grands crocodiles, dont certains mesurent plus de 5 mètres de long. Ils ne chassent pas, ils ne traquent pas. Ils attendent. Chaque année, leur mémoire opportuniste les réunit dans les mêmes passages étroits où la profondeur oblige les gnous à nager. Les gnous reconnaissent parfaitement le danger qui les guette dans ces eaux. Ils n'ignorent pas la présence des crocodiles, ni ne sous-estiment leur férocité. Mais ce courant sombre est le seul chemin vers les nouveaux pâturages. Il n'y a pas de détour sûr, il n'y a pas de route alternative. S'ils restent au sud, ils mourront de faim, et s'ils traversent, beaucoup seront dévorés. Migrer, c'est choisir la mort à affronter pour avoir une chance infime de rester en vie. Lorsque la première file de gnous atteint le bord de l'eau, il y a une brève hésitation. Les animaux se regroupent sur les bords, soulevant la poussière et reniflant avec anxiété. Certains boivent, épuisés. D'autres observent. Certains tâtonnent dans la boue, jusqu'à ce que l'un d'entre eux, poussé par la faim ou le désespoir, plonge tête baissée dans l'eau pour traverser le premier, ignorant tout ce qui l'entoure. C'est alors le chaos total. Des milliers de corps sont jetés dans la rivière en même temps, déplaçant la surface de la rivière comme s'il s'agissait d'une seule masse pulsante. En quelques secondes, les crocodiles surgissent. Leurs mâchoires se referment sur les jambes, le cou et le museau. Des cris étouffés se mêlent au bruit de l'eau qui se brise. La rivière, brouillée par la boue, est bientôt tachée de sang. Certains gnous tentent de se défendre en mordant, mais leurs dents sont inutiles face à la peau blindée des reptiles. Ils poussent, tentent de plonger leurs cornes dans la masse des carnivores, mais la violence de l'attaque et le nombre de corps rendent toute véritable défense impossible. Beaucoup se noient, pris au piège entre leurs propres compagnons. Une enjambée désespérée, un coup involontaire peuvent involontairement briser le crâne d'un autre gnou. Écrasés, ils s'enfoncent désespérément, incapables de nager dans la densité du groupe.
D'autres se blessent en heurtant des rochers immergés ou se perdent, désorientés par la force du courant. Mais malgré la panique qui s'empare d'eux, personne ne recule. Personne n'essaie de faire un pas en arrière. La logique est implacable, avancer ou disparaître. Les crocodiles en profitent. Au grand passage, ils peuvent passer des heures à se nourrir sans effort. Leurs corps immenses glissent dans la masse migratoire avec une sécurité ancestrale. Ils n'ont pas besoin de chasser, seulement de mordre. Pour les gnous survivants, la traversée n'est qu'une étape supplémentaire. Au danger des prédateurs s'ajoutent d'autres dangers moins visibles mais tout aussi mortels. L'effort de la traversée, le stress accumulé et les jours sans eau ont raison des retardataires. Dans les régions où les troupeaux s'entassent, les épidémies de charbon et de fièvre hémorragique se propagent rapidement. Les veaux nouveau-nés, qui doivent accompagner le voyage dès leurs premières semaines, sont confrontés à un défi encore plus grand. Petits et vulnérables, ils marchent aux côtés de leur mère, apprenant à franchir chaque obstacle avec instinct et résilience. Leur fragilité contraste avec l'urgence du voyage, mais leur persévérance est la promesse de la prochaine génération. Les dangers ne se limitent toutefois pas aux maladies et à l'épuisement. Sur les tronçons où le terrain devient escarpé et glissant, la progression devient un risque invisible. Les troupeaux descendent difficilement et, au milieu de la confusion, une avalanche incontrôlée emporte des dizaines d'animaux moins habiles. Beaucoup tombent, s'écrasent sur des rochers acérés avec des blessures profondes qui les terrassent instantanément. D'autres sont pris au piège sous le poids de leurs compagnons, sans aucune chance de s'échapper. D'autres dévalent la pente, meurtris par la chute, jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans des trous et des rochers. Seuls les plus expérimentés parviennent à éviter les marches traîtresses où d'autres sont tombés. Devant tant de corps sans vie gisant sur le sol, personne ne s'arrête. Il n'y a pas de deuil, pas d'attente. La foule avance comme une machine naturelle, sans contemplation. L'odeur de mort qui émane des corps attire prédateurs et charognards à des kilomètres à la ronde. Ici, le danger est double. Ne pas tomber et ne pas devenir un signal pour ceux qui rôdent au loin. Cette grande odyssée, avec ses traversées et ses dangers, s'étend sur plusieurs semaines, l'usure constante marquant chaque étape, le corps résistant plus par impulsion que par force. Les gnous ne sont pas des amateurs dans ce voyage. Leur anatomie est conçue pour résister à la chaleur et à la fatigue prolongée. Respiration efficace, muscles adaptés aux longues journées, mécanismes chimiques régulant l'adrénaline et le stress. Leur évolution leur a donné une résistance à la chaleur extrême et au manque d'eau, leur permettant d'avancer quand d'autres animaux succombent. C'est alors que, après la fatigue et le danger, la marche atteint un refuge temporaire. Les troupeaux atteignent les hautes prairies humides du Masai Mara. Là, l'herbe reverdit et les ruisseaux débordent d'eau fraîche. Ce n'est qu'un répit, une accalmie éphémère avant le retour inévitable de la saison sèche et la poursuite du cycle. La grande migration n'a ni début ni fin. C'est un mouvement constant qui suit les schémas du climat et de la végétation. Une séquence implacable qui sélectionne, année après année, les plus forts, les plus résistants et les plus rapides. Dans ce voyage cyclique, la mort est une présence régulière, acceptée par la nature même du phénomène. C'est ainsi que s'établit la logique du monde sauvage. La vie ne se préserve pas dans l'immobilité, mais dans le mouvement. Ce qui reste est condamné à disparaître. Ce qui avance, même au prix de sa propre peur, trouve sa chance. Avant le lever du jour, alors que l'horizon laisse à peine deviner les plaines ouvertes du Serengeti, des milliers d'ombres rayées se déplacent déjà en silence. Pas de chant, pas d'annonce, pas d'adieu. Il n'y a que le bruit régulier des sabots sur le sol sec et le vent qui coupe l'herbe desséchée. Ainsi commence un nouveau voyage pour les zèbres qui, comme chaque année, doivent quitter la terre où ils sont nés à la recherche d'un territoire qui puisse les nourrir. Dans ces étendues d'Afrique de l'Est, ce ne sont pas ceux qui imposent leur force qui survivent, mais ceux qui savent avancer, sans s'arrêter. Et dans cette dynamique, la stratégie des zèbres diffère de celle des gnous.
Bien qu'ils partagent territoire et itinéraire une grande partie de l'année, les zèbres partent plus tôt. Leur vue perçante et leur mémoire des pistes leur permettent de sentir le terrain, d'anticiper les mouvements et d'ouvrir la voie. Ils constituent la première ligne de front d'une migration qui ne souffre aucun retard. La raison en est aussi simple qu'implacable. Ce sont des herbivores, et l'herbe qui recouvrait autrefois la savane a, du jour au lendemain, commencé à disparaître. Le sol se fissure, les cours d'eau s'évaporent sous un soleil impitoyable. L'herbe qui nourrissait les petits disparaît. La seule solution est de partir. La destination se trouve au nord, en direction des terres du Masai Mara, où les pluies récentes ont recouvert les champs d'un nouveau vert et où les cours d'eau sont frais. Près de 500 km, un voyage sans répit, sans arrêt prolongé et qui ne laisse pas de place aux pusillanimes. Sur ce trajet, le temps n'attend pas. Les veaux naissent en cours de route. La mère s'éloigne de quelques mètres du troupeau, mais bat sur le sol poussiéreux et en moins de 10 minutes, le poulain doit être sur ses pattes. Il n'y a pas de place pour la fragilité. La mère ne peut ni le porter ni le protéger plus que nécessaire. La logique est la même pour tous. Il faut avancer. Si elle s'arrête, le troupeau disparaît et avec lui la seule chance de survie. Les veaux, titubants et désorientés, découvrent le monde dans ce qu'il a de plus brutal. Ils comprennent à peine qu'ils existent et doivent déjà apprendre à marcher et à trotter aussi loin que leur mère le leur demande. L'instinct leur dit que le danger peut venir de n'importe où et que personne ne reviendra les chercher s'ils sont en retard. Les jours suivants sont interminables. Sous un soleil intense, l'air devient sec et lourd et la terre accumule une chaleur constante. Les températures peuvent dépasser les 40 degrés, brûlant la peau et épuisant rapidement les forces. Les zèbres parcourent des plaines arides, parsemées d'arbres épars et de points d'eau de plus en plus troubles et rares. Mais ces herbivores ne s'arrêtent pas. Ils ignorent la chaleur et avancent de toute leur force, poussés par l'impérieuse nécessité de survivre. La poussière recouvre leur corps et les jeunes malades sont à la traîne. Il n'en faut pas plus pour les laisser à la merci de ce qui les attend. Les zèbres ont leur stratégie, mais leurs prédateurs aussi. Les hyènes, maîtresses de l'opportunisme, lisent ce mouvement migratoire depuis des générations. Elles connaissent chaque itinéraire, chaque instant, chaque pause. Elles ne chassent pas au hasard. Elles se contentent d'observer la scène de loin, tapies dans les marges, attendant que le troupeau, dans son avancée, abandonne les plus fragiles à leur sort. Ces créatures n'ont aucune pitié pour les jeunes. Elles ne font pas la différence entre un poulain nouveau-né, une mère épuisée ou un adulte malade. Tout ce qui est retardé est une ressource. Dans ce contexte, elles agissent en groupes organisés, communiquant par des grognements sourds et des positions stratégiques. Ils attaquent rapidement et avec une violence efficace. Ils ne gaspillent pas d'énergie inutile. Ils poursuivent des proies qu'ils peuvent abattre sans effort. Et lorsqu'ils repèrent un veau égaré, ils le séparent avec une précision chirurgicale. En quelques secondes, elles l'encerclent. Le troupeau se déplace en synchronisation froide et précise, bloquant toutes les voies de sortie possibles. La proie a à peine le temps d'émettre un bref cri, un son étouffé qui se perd dans le bruit de la prairie avant que les hyènes ne se jettent sur elle. Elles ne cherchent pas à tuer sur le champ. Elles déchirent la peau avec leurs crocs acérés, désarticulent les membres avec des mouvements violents et précis jusqu'à ce que le corps soit immobile. En quelques secondes, c'est fini. Les restes sont éparpillés sur le sol et le festin qui commence attire d'autres opportunistes qui complètent le cycle naturel de l'opportunisme. Les vautours arrivent d'en haut. Leurs ailes découpent le ciel en larges cercles avant de redescendre. Ils se posent près des carcasses en sautillant maladroitement et s'abattent sur les restes. Elles picorent ce que les hyènes laissent derrière elles, des fragments de chair, des tripes, des tendons. Ils déchirent la peau durcie, séparent les os plus légers et se disputent les carcasses en poussant des cris aigus. Lorsque le vacarme se calme et que les oiseaux se concentrent sur les restes les moins importants, une silhouette solitaire se faufile à travers les ombres et la poussière. Un chacal. Ses pas sont prudents, mesurés et ses yeux brillent d'un mélange de vigilance et de faim. Rapides et méfiants, plusieurs spécimens se faufilent parmi les os, arrachant des morceaux de chair durcie. Les vautours crient et battent des ailes pour tenter de les chasser, mais les chacals ne s'arrêtent pas. Ils ignorent le troupeau, même s'il y en a des dizaines.
Peu importe le nombre d'yeux qui les observent d'en haut, peu importe le nombre d'appels qui réclament ce qui reste. La règle est claire, survivre à tout prix. Les chacals se battent, bondissent, plantent leurs dents et battent en retraite. Ils prennent ce qu'ils peuvent avant de le perdre dans une autre bouche. Comme les zèbres, les gnous, les oiseaux et les charognards, ils doivent se nourrir ou périr. C'est un cycle ordonné par l'urgence. Ici, rien n'est gaspillé. Ce qu'un animal ne consomme pas, un autre le prend. En cas de danger, contrairement à d'autres proies, les zèbres évitent de se disperser. L'instinct leur dicte de rester groupés en permanence. Ils courent en cercle serré, créant une confusion visuelle qui désoriente les prédateurs. Les rayures noires et blanches sur leur corps créent un effet hypnotique lorsqu'ils se déplacent en groupe. Les motifs s'entrecroisent, ce qui empêche le chasseur de cibler une proie en particulier. Dans cette confusion, les zèbres gagnent des secondes vitales pour se regrouper. Ce n'est pas une défense infaillible, mais elle permet de réduire considérablement les pertes. Les zèbres ne sont pas des proies passives. Lorsqu'ils sont attaqués, ils donnent des coups de pied suffisamment puissants pour briser les mâchoires ou les côtes. Une mère qui défend ses petits n'hésite pas à donner des coups de pied mortels, et les prédateurs le savent. Cette détermination, ce pacte tacite de résistance, permet à la plupart d'entre eux d'avancer. Pendant des jours, ils traversent des terrains desséchés, des savanes ouvertes et des cours d'eau de plus en plus rares. Certaines régions sont si arides que la poussière reste en suspension des heures après le passage du troupeau. La nuit, les températures chutent brusquement et les prédateurs nocturnes, tels que les léopards, intensifient leur activité. Mais même dans ces circonstances, les zèbres n'arrêtent pas leur marche. Leur corps est adapté au long voyage. Leurs sabots peuvent supporter des kilomètres de sol dur et leur système digestif leur permet de manger de l'herbe de mauvaise qualité lorsqu'ils n'ont pas d'autre choix. Les poulains, qui ont commencé le voyage en tremblant, se raidissent rapidement. Ceux qui parviennent à passer les premiers jours ont plus de chances de terminer la migration avec succès. Après des semaines de voyage, les zèbres parviennent à atteindre les hautes plaines du Masai Mara. Là, les pluies récentes ont recouvert les champs d'herbes fraîches et d'eau propre. C'est un paysage différent, vert, large, avec de nombreux points d'eau. C'est la récompense après le dur exil imposé par la force de la nature sauvage africaine. Pendant un court moment, le troupeau se repose. Ils se vautrent dans la boue pour soulager leur peau craquelée par le soleil et les veaux boivent enfin sans interruption. Le danger ne disparaît pas, mais il est atténué. Les grands prédateurs rôdent toujours, mais l'abondance des spécimens rassemblés en un même lieu parvient à disperser la pression. Chaque animal parvient à trouver sa nourriture sans prendre trop de risques. Pendant quelques semaines, cet équilibre est maintenu. Le temps que les jeunes renforcent leurs pattes, que les blessures cicatrisent et que les corps récupèrent un peu de ce qu'ils ont perdu. Mais dans la savane, aucun calme ne dure trop longtemps. Lorsque les pluies cessent et que l'herbe se raréfie, la marche reprend. L'itinéraire est inversé. Ce qui était hier une arrivée devient un départ et le cycle se poursuit à l'infini. Les zèbres ne sont pas de simples proies. Ils ont survécu grâce à un mélange d'endurance, de stratégie de groupe et de capacité à affronter leurs chasseurs avec un courage remarquable. Ceux qui meurent en chemin deviennent de la nourriture. Ceux qui résistent nourrissent la génération suivante. Dans ces limites, la vie est maintenue en mouvement et seuls ceux qui acceptent ce pacte perpétuel trouvent leur récompense. Mais cette logique de mouvement n'est pas l'apanage de la savane africaine. Dans les régions glacées du Grand Nord, d'autres troupeaux sont confrontés à leurs propres défis, différents dans la forme, identiques dans le fond. Aux hautes latitudes du Canada, là où la forêt boréale s'amenuise et laisse place à la toundra, l'hiver impose des conditions extrêmes qu'aucun animal ne peut ignorer. Sur ces terres, la vie survit grâce à l'organisation, à la résilience et à une mémoire ancestrale qui dicte, sans marge d'erreur, quand il est temps de partir. Les caribous, grands cervidés du Nord, sont parmi les plus grands et les plus anciens migrants de l'hémisphère Nord. Ce ne sont pas de simples proies ou des animaux qui fuient sans ordre, mais des créatures adaptées à un environnement extrême avec une stratégie affinée depuis des millénaires. Chaque année, lorsque la neige recouvre les aires d'alimentation et que les vents polaires balaient les derniers lichens disponibles, les grands troupeaux se mettent en route vers les terres où la subsistance est encore possible.
Le point de départ est la vaste taïga du Yukon et des territoires du Nord-Ouest. C'est là, dans les forêts de conifères et les clairières gelées, qu'ils ont passé les mois d'automne, se nourrissant d'écorces et de pousses basses. Mais lorsque l'hiver atteint son paroxysme, les réserves naturelles sont épuisées. Il n'y a plus assez de nourriture pour nourrir des milliers d'individus et les prédateurs redoublent d'activité. La migration n'est pas un caprice. Ce n'est pas seulement la faim. C'est aussi pour éviter les zones à forte concentration de moustiques et de tahons en été qui peuvent affaiblir les animaux en provoquant des anémies et en transmettant des maladies. Mais il y a autre chose. La nécessité d'assurer la reproduction dans des zones sûres et ouvertes, où la progéniture a de meilleures chances de survie. Une tradition génétique, sans explication consciente, guide ces troupeaux vers les mêmes endroits chaque année. La destination est le nord, vers les plaines ouvertes de la toundra arctique, où les neiges fondent plus tard et où les lichens poussent sous le gel. Ce sont des voyages de plus de 1000 km, parcourus par des troupeaux de plus de 200 000 bêtes. L'organisation est stricte. Ils ne se déplacent pas en masse désordonnée. Ils avancent en longues lignes, formation définie par l'expérience et la hiérarchie. Les spécimens les plus résistants occupent les premières positions. Ils sont chargés d'ouvrir la piste, de tester le sol enneigé, de détecter les crevasses cachées dans les rivières gelées et de supporter le vent en plein visage. Derrière eux se trouvent les femelles gestantes et les baleineaux de l'année précédente. Et à l'arrière, les individus les plus faibles et les plus distants. Il n'y a pas de charité dans cette formation. C'est une structure qui maximise les chances de la majorité d'atteindre la destination. Le voyage est incessant. Au fil des semaines, les caribous doivent affronter des rivières gelées, des blizzards soudains et des températures qui descendent en dessous de moins 40 degrés. L'épuisement physique s'installe et certains individus tombent. Mais contrairement à d'autres migrations, les pertes sont minimes. Les caribous sont des spécialistes de la marche. Leurs sabots sont adaptés pour s'ouvrir sur la neige et se refermer sur le sol ferme, ce qui leur permet de se déplacer efficacement sur des terrains variables. En outre, leur fourrure dense agit comme un isolant naturel, composé de milliers de poils creux qui emprisonnent l'air chaud près du corps et résistent à la perte de chaleur, même dans les conditions les plus extrêmes. Mais ni l'anatomie ni la résistance ne suffisent à garantir la survie dans cet environnement. Car dans ces territoires, les menaces ne viennent pas toujours du froid ou de la faim. La menace la plus constante et la plus organisée est celle des loups. Les troupeaux de loups gris suivent les déplacements des caribous avec une patience méticuleuse. Ils n'attaquent pas au hasard. Ils étudient, observent et attendent les bonnes conditions. Car ce qui est une chasse facile pour les autres prédateurs est une entreprise risquée pour les loups. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les caribous ne sont pas des victimes dociles. Les cerfs connaissent ce jeu. Ils détectent la présence des loups à des kilomètres de distance par l'odeur, par les mouvements dans les arbres, par les changements de comportement des oiseaux charognards. Et face à cette menace, ils adaptent leur formation. La meute devient compacte, les jeunes sont placés au centre. Les adultes forts se positionnent sur les flancs et à l'arrière. Lorsque les loups tentent de s'approcher, les premières réactions sont calculées. Les caribous augmentent leur vitesse de marche mais ne se dispersent pas. Ils évitent les zones boisées où le risque d'embuscade augmente et préfèrent avancer dans les champs. Les loups, sentant qu'ils doivent agir avant que le troupeau n'atteigne les plaines ouvertes, organisent leurs attaques. Ils encerclent, isolent, cherchent à tout prix à créer la panique. Mais c'est là que réside la plus grande force du caribou. Ils ne se laissent pas entraîner dans le désordre. Si un groupe se sépare, au lieu de fuir dans des directions opposées, ils courent en cercle serré. Cette manœuvre déroute les loups qui, en essayant de se concentrer sur leur proie, voient des motifs de fourrure répétitifs, des mouvements identiques et leur instinct de chasseur individuel s'effondre. Au milieu de la confusion et sous l'effet de l'adrénaline, les cerfs mâles se retournent et s'élancent avec leurs grands bois. Leurs coups latéraux frappent avec force, capables de renverser un loup ou de lui casser une patte. Les loups qui tentent de pénétrer au cœur de la meute sont confrontés à ces armes mortelles et battent en retraite sans hésiter. Ce comportement a obligé les loups à adapter leur tactique. S'ils attaquent, ils doivent le faire de nuit lorsque la visibilité diminue et que le froid extrême use plus rapidement les retardataires. Mais même ainsi, le taux de réussite des prédateurs est faible.
Pour chaque tentative de chasse, 1 ou 2 caribous seulement périssent. Contrairement à d'autres migrations, ici, le prédateur a rarement ce qu'il attend. La lente pulsation de l'hiver s'interrompt enfin lorsque les troupeaux traversent les rivières de glace craquelées et les plaines balayées par le vent pour atteindre la toundra arctique. Là, malgré son aspect inhospitalier, une fenêtre de survie s'ouvre. Les températures, bien que toujours rudes, ne descendent pas aussi bas que dans la forêt boréale, oscillant autour du point de congélation pendant les mois de dégel. La neige se retire, laissant derrière elle de vastes tapis de mousse et d'herbe qui promettent la subsistance pour la saison à venir. Le paysage est vaste, une succession de plaines ouvertes s'étendant jusqu'à l'horizon, parsemées d'étangs gelés et de zones marécageuses. Sur plus de 200 000 caribous partis, plus de 90% sont revenus vivants. Les pertes se concentrent sur les individus les plus âgés, les veaux malades de l'année précédente et quelques adultes qui n'ont pas résisté aux embuscades des loups. Malgré cela, le taux de survie est élevé, résultat d'une stratégie migratoire perfectionnée au fil des générations. Le troupeau se disperse en petits groupes familiaux, occupant des zones stratégiques où la nourriture est plus abondante et où le terrain permet de surveiller les menaces potentielles. Les femelles gestantes s'éloignent du troupeau principal à la recherche d'abris discrets, choisis parmi les légères ondulations du terrain ou derrière des formations naturelles qui les protègent du vent et d'éventuelles menaces. Là, patiemment et calmement, elles se préparent au moment crucial, la mise bas. Les faons naissent avec une fourrure dense et douce qui les protège du froid et pèsent environ 10 kilos. Dès les premières heures, ils sont prêts à marcher, car dans cet environnement hostile, il n'y a pas de place pour la faiblesse. En moins d'une demi-heure, leurs pattes tremblantes les soutiennent déjà, les poussant à tenir bon et à suivre le rythme de la vie du groupe. Mais la vraie récompense de la migration n'est pas seulement la nourriture, c'est la continuité génétique. Les mâles qui ont ouvert la voie, qui ont résisté aux conditions les plus difficiles et repoussé les prédateurs, gagnent maintenant le droit de s'accoupler. Il ne s'agit pas d'un prix cérémoniel. Les femelles sélectionnent leurs reproducteurs en regardant qui a mené la marche, qui a défendu le troupeau et qui est arrivé avec des bois intacts et un corps entier. Après la marche effrénée et la naissance des petits, l'étape suivante du cycle de vie du caribou occupe le devant de la scène, les rituels d'accouplement. Les mâles commencent à marquer leur territoire en frottant leurs glandes faciales contre des branches sèches et des pierres, laissant ainsi des traces olfactives. La confrontation physique est inévitable. Les cornes s'entrechoquent avec une violence sèche lors de rencontres brèves et mesurées. Elles ne cherchent pas à anéantir l'adversaire, mais à le déloger, à le repousser. Les vainqueurs ont accès à un petit groupe de femelles qu'ils acceptent ou non en fonction de leur performance migratoire et de leur vigueur. Ces comportements font que la descendance est issue des spécimens les plus résistants, non pas des plus agressifs ou des plus grands, mais de ceux qui ont prouvé leur capacité de leadership et leur résilience face à l'adversité. C'est un critère pragmatique, adapté à un environnement où la vraie force se mesure en kilomètres parcourus et non en batailles ponctuelles. Le calme dans la toundra est éphémère. Pendant que les oursons deviennent forts et que les adultes reprennent du poids, les grizzlies rôdent à distance et les orages peuvent provoquer des rafales de vent glacé qui balayent le terrain en quelques minutes. Mais pendant cet intervalle de quelques semaines, la toundra offre une nourriture abondante, de l'eau propre et un espace ouvert, où la vigilance collective permet de tenir les opportunistes à distance. La toundra, vaste et brutale, n'accorde aucun privilège, mais ceux qui la comprennent et la défient la conquièrent méthodiquement. Et les caribous, année après année, continuent de marquer de leur empreinte ce territoire qui, pour un temps, les reconnaît comme les propriétaires légitimes. À des milliers de kilomètres au sud, là où la forêt boréale se fond dans l'immensité blanche de l'Antarctique, commence un autre voyage de résistance et de précision. Sur la plateforme glaciaire de Ross, où les vents rugissent sans relâche, la migration des manchots empereurs se déroule à un rythme immuable. Des milliers d'entre eux quittent la banquise en mars pour rejoindre le cap Washington et d'autres colonies de reproduction, enclaves fixes occupées par leurs ancêtres depuis des générations. La marche a lieu dans l'obscurité de l'hiver austral, lorsque la glace recouvre la mer et que les températures chutent jusqu'à moins 60 degrés Celsius. Dans ces conditions extrêmes, le paysage devient un labyrinthe mortel.
Les crevasses cachées sous la neige peuvent engloutir les traînards, et les monticules de neige durcis ralentissent la progression et dispersent les groupes. Dans cet environnement, s'écarter de la formation est pratiquement une condamnation à mort, mais le terrain hostile n'est pas leur seul défi. Pendant la migration, ces oiseaux terrestres ne se nourrissent pas. Ils dépendent entièrement de la graisse accumulée avant le départ, qui constitue leur seule réserve. L'effort constant consomme rapidement ces réserves, et chaque jour qui passe réduit la marge de survie. À chaque pas, la glace crisse sous leurs pieds et les vents soulèvent des nuages de neige qui les aveuglent. De neige qui aveugle l'œil et désoriente les moins expérimentés. La combinaison du froid extrême et du manque de nourriture oblige les animaux à une discipline de fer. Ils avancent en rang serré pour conserver la chaleur collective, alternant marche sur leurs courtes pattes et glissement sur le ventre. Cette technique leur permet d'économiser leurs efforts sur les plus longues distances et de suivre le rythme du groupe. Lorsque le blizzard s'intensifie, les colonnes deviennent encore plus compactes. Les individus se relaient à l'avant, bravant le vent glacial, tandis que les autres s'abritent derrière leur corps. C'est une stratégie ancienne, perfectionnée au fil des générations, où la survie dépend du maintien de la cohésion et du partage de l'usure. Dans la foule compacte, un pingouin perd le rythme, son corps affaibli cédant à l'avancée implacable de la marche. Son corps épuisé s'effondre sur la neige molle. Pendant quelques secondes, ses proches vacillent. Ils tournent légèrement la tête, émettent de brefs appels étouffés. Il n'y a pas de réponse. Le blizzard recouvre rapidement le corps sans vie. Sa silhouette, autrefois visible, s'estompe sous une couche de neige soufflée par le vent. Le groupe reste immobile un instant. Il n'y a aucun moyen de l'aider. Dans cet endroit, une tentative d'aide signifierait exposer toute la formation. La décision a été prise bien avant le départ. Celui qui tombe reste derrière. Sans plus attendre, la colonne reprend son avancée, car s'arrêter, c'est inviter les autres à suivre le même sort. Seule la trouée dans la neige, déjà recouverte par le blizzard, reste là pour rappeler que dans ces conditions difficiles, s'arrêter pour regarder est un acte que personne ne peut se permettre. La migration des manchots empereurs s'avère être un voyage lent et impitoyable, où tout animal qui s'arrête ne serait-ce que quelques minutes risque de ne pas atteindre la colonie. Mais après d'interminables journées de marche acharnée, alors que les forces semblent s'amenuiser et que le froid devient un ennemi tangible, les troupeaux atteignent enfin les colonies de reproduction, là où la vie est en jeu et où l'espoir renaît. Là, des milliers d'empereurs se rassemblent en colonies denses, une mer de corps noirs et blancs qui s'étend à perte de vue. L'arrivée ne marque pas la fin du cycle migratoire, elle n'est que le début de l'étape la plus exigeante, où le plus grand danger commence à guetter. L'éclosion des poussins. À leur arrivée, les femelles pondent un seul œuf et les mâles se chargent de le protéger. Pendant plus de 2 mois, ils restent immobiles, leurs réserves d'énergie s'épuisant lentement, gardant l'œuf dans une poche abdominale. Ils affrontent des tempêtes qui ensevelissent les colonies sous des couches de neige et des vents qui peuvent dépasser les 200 km à l'heure. La migration est terminée, mais la lutte pour préserver la vie continue, silencieuse et inébranlable, au cœur de l'un des climats les plus rudes de la planète. Pendant tout ce temps, les femelles pataugent dans les eaux glacées de l'océan austral, évitant les courants traîtres et la traque constante des léopards de mer dans les profondeurs. Leur voyage est une lutte incessante contre la faim et le temps, et seules les plus fortes parviennent à regagner la colonie. Lorsque les femelles reviennent, la colonie devient un chaos organisé. Chaque couple est reconnu par des cris uniques, audibles malgré le vent mordant. Les oisillons nouvellement éclos reçoivent de la nourriture régurgitée, mais beaucoup meurent de froid ou de faim si les mères tardent à les nourrir. Les poussins survivants sont confrontés à de nouveaux dangers. Les léopards de mer patrouillent sur les côtes, entraînant les plus jeunes qui s'aventurent dans l'eau. Les adultes forment des barrières de protection, mais il est impossible de faire face à des prédateurs aussi voraces et efficaces. Tout l'effort du long voyage migratoire est menacé par ces attaques qui nous rappellent que la survie ici n'est jamais garantie. Mais pour ceux qui parviennent à résister à tous les dangers, la récompense est un nouveau départ. Les éclosions grandissent sous le vent mordant et le ciel gris, renforçant chaque jour leur corps et leur sens dans un environnement qui ne pardonne pas les erreurs. Ils sont la promesse vivante de la migration, l'héritage qui défie le froid et la mort.
Ce cycle, répété chaque année, permet aux colonies de manchots empereurs de survivre. Mais le changement climatique, en réduisant la glace de mer, oblige les colonies à s'éloigner de plus en plus. Chaque étape de ce voyage, des premières crevasses aux dernières tempêtes, est un test d'endurance et de survie. En Antarctique, la migration des manchots empereurs est une lutte calculée contre un environnement implacable. Chaque œuf cassé, chaque corps gelé, montre que la vie ici se gagne jour après jour, sur un continent où la glace dicte les règles et où la mort attend à chaque erreur. Mais toutes les migrations ne se font pas sur la terre ferme, et tous les protagonistes de ces voyages ne sont pas des proies faciles. Au-delà des rivages, sous l'immensité bleue des océans, se déplace l'un des géants les plus anciens et les plus sophistiqués que la planète ait jamais connus. Les baleines à bosse entreprennent chaque année l'un des voyages migratoires les plus longs et les plus mystérieux du monde animal, bravant des distances écrasantes, des risques latents et un océan en perpétuel changement. Dans les eaux glacées de l'Arctique pendant les mois d'été, ces cétacés se nourrissent sans relâche, accumulant des réserves qui doivent les soutenir sur les milliers de kilomètres du voyage. Ils ne se déplacent pas par faim, car la haute mer offre toujours de la nourriture dans un coin reculé. La raison de leur migration est différente. Il s'agit d'assurer la continuité de l'espèce dans des eaux chaudes et calmes, où les jeunes peuvent naître et se développer à l'abri des prédateurs naturels qui rôdent sous les latitudes polaires. C'est une stratégie qui se répète, sans interruption, depuis des millions d'années. Les baleines à bosse, dont les routes migratoires peuvent s'étendre jusqu'à 8000 km, se déplacent des eaux froides de l'Arctique vers des zones tropicales telles que les côtes d'Hawaï, d'Australie ou de Madagascar. Les itinéraires varient d'une population à l'autre, mais le schéma est constant. Ils fuient le froid et la chasse des orques pour guider leurs petits vers des régions d'eau tempérées où le risque de prédation est réduit et l'environnement favorable au développement des nouveau-nés. Chaque migration mobilise plus de 10 000 individus dans certains secteurs océaniques. Elles ne se font pas au hasard. Leurs routes suivent des lignes ancestrales gravées dans une mémoire biologique qui remonte au début de l'Éocène, il y a 50 millions d'années, lorsque les ancêtres de ces baleines, des créatures connues sous le nom de Pachycetus, marchaient sur la terre ferme. Cette histoire ancienne a laissé une trace indélébile. Les baleines ont des poumons et non des branchies, et respirent de l'air, rappelant leur passé terrestre à chaque expiration. Cet héritage migratoire s'est inscrit dans leur comportement, les poussant à parcourir des distances absurdes à la recherche d'une destination sûre. La communication au cours de ces voyages est essentielle. Les baleines à bosse émettent des chants complexes à basse fréquence qui peuvent parcourir des centaines de kilomètres dans l'eau. Chaque groupe développe une sorte de dialecte qui permet la cohésion de la famille, la transmission des itinéraires et la localisation des bancs ou des aires de repos. Les mères maintiennent un contact quasi permanent avec leurs petits, modulant les tonalités pour les rassurer ou les avertir d'un danger. À certains moments, les groupes familiaux se coordonnent grâce à ces signaux acoustiques pour modifier la direction du voyage, s'adaptant aux courants imprévus et aux terrains de chasse. Pendant le voyage, tout n'est pas calme, car les eaux peuvent devenir un champ de bataille. Les orques, organisés en groupes, tractent avec précision, coordonnant leurs attaques pour réduire les possibilités de fuite. Les grands requins patrouillent dans les profondeurs et les tempêtes océaniques déchaînent des forces qui mettent à l'épreuve même les voyageurs les plus robustes. Dans la foule, certaines jeunes baleines sont isolées, séparées du groupe et vulnérables, devenant des proies accessibles pour ces prédateurs. Au danger de la nature, la présence humaine ajoute un nouveau défi, invisible mais mortel. Dans les zones où le trafic maritime est important, les cargos sillonnent les eaux en toute indifférence, devenant des obstacles mortels. Les collisions sont fréquentes et les hélices tournent avec une puissance qui peut amputer une baleine adulte aussi facilement qu'une branche. Cependant, les baleines à bosse ne naviguent pas à l'aveuglette. Elles possèdent une remarquable capacité de navigation qui combine la mémoire, les références magnétiques et les changements subtils de salinité et de température de l'eau. Elles détectent ces nuances avec précision, sachant quand virer de bord ou s'arrêter dans une zone riche en plancton pour se ravitailler. Ils ne dérivent pas. Elles suivent des itinéraires précis, transmis de génération en génération. En cas de danger, les baleines font preuve d'une intelligence palpable.
Des groupes entiers entourent un baleineau blessé, formant un cercle défensif, tandis que les adultes frappent l'eau avec leurs nageoires et leurs queues, créant des vagues qui rendent difficile l'attaque des orques. Ce comportement est observé de façon répétée lors de rencontres avec des prédateurs, démontrant une stratégie collective efficace. Parfois, une baleine à bosse soulève avec son corps un phoque harcelé par des requins, le mettant ainsi à l'abri jusqu'à ce que le danger se dissipe. Ces gestes ne sont pas de simples réflexes instinctifs, mais des décisions conscientes qui révèlent une intelligence collective et une solidarité stratégique exceptionnelle. Après des semaines de déplacement, les troupeaux arrivent enfin à destination. Au large des côtes hawaïennes, les eaux de surface se réchauffent à plus de 24 degrés et la profondeur diminue brusquement, créant des zones parfaites pour la mise bas et l'alimentation des petits. Là, la mer reste calme pendant une grande partie de l'année. Les incursions de prédateurs sont minimes et les courants forts ne mettent pas les nouveau-nés en danger. Les relations familiales sont renforcées dans ces zones. Les mères, les tantes et les sœurs collaborent aux soins des nouveau-nés, les entourant et les guidant lors de leurs premiers mouvements pour les protéger de toute menace immédiate. De leur côté, les adultes indiquent aux jeunes femelles les zones les plus sûres. Et les mâles restent à distance, se regroupant dans des zones où ils chantent de longs chants, dont certains ont des motifs uniques qui varient d'une année à l'autre. Ces chants servent à la reproduction, mais marquent aussi des territoires acoustiques, permettant à chaque groupe d'établir ses limites sans avoir recours à la confrontation physique. En mer, la violence n'est pas toujours la première réponse. La plupart des conflits sont résolus par des démonstrations sonores et physiques, sauts, coups de queue et démonstrations de force qui aboutissent rarement à des blessures mortelles. Ils resteront dans ces eaux pendant quelques mois, jusqu'à ce que les jeunes atteignent une taille suffisante pour entreprendre le voyage de retour. Le cycle se répète alors. À chaque génération, les itinéraires se perfectionnent, les chants s'adaptent et la mémoire collective des baleines à bosse continue de tracer sur l'océan des chemins invisibles qui perdurent depuis des millions d'années. Aucun autre animal sur cette planète ne combine une telle capacité migratoire, une telle organisation sociale et une telle intelligence tactique. Et c'est cette conjonction qui permet à ces gigantesques créatures non seulement de survivre, mais aussi d'être l'une des formes de vie les plus anciennes et les plus prospères de l'océan. Toutes les migrations ne sont pas rapides et toutes ne se terminent pas avec succès. Dans les eaux reculées du Pacifique oriental, l'archipel des Galapagos apparaît comme un ancien refuge. Il s'agit d'une migration lente et silencieuse qui dure depuis des siècles. Les tortues géantes, longévives et patientes, entreprennent un voyage qui défie le temps et le rythme accéléré des autres voyageurs. Leur lenteur cache une ferme détermination, une impulsion silencieuse qui les pousse à répéter un voyage vital pour la survie de leur espèce. Plus grosses tortues de la planète, elles peuvent peser plus de 200 kilos et vivre plus d'un siècle. Leur carapace arquée et leur long cou leur permettent d'accéder à la maigre végétation des milieux arides et rocheux des îles. Mais même elles, créatures façonnées par l'endurance et le temps, doivent migrer lorsque les conditions deviennent insoutenables. Chaque année, à mesure que la saison sèche progresse, les plaines côtières et les basses terres de certaines îles perdent leur verdure. La végétation se raréfie et la concurrence augmente. Les iguanes terrestres, les pinsons et d'autres espèces herbivores commencent à se disputer les ressources dont la tortue a besoin pour survivre. Le terrain se durcit, les mares s'assèchent et il n'y a plus assez de nourriture pour tout le monde. C'est alors que ces reptiles sont poussés à entreprendre un voyage vers les hauteurs de l'île, où la brume et l'humidité constante favorisent une végétation plus abondante. Ce déplacement n'est pas massif en nombre comme celui des gnous ou des cerfs, mais il est massif en risque. De chaque groupe qui se met en marche, nombreux sont ceux qui ne parviennent pas à terminer le voyage. La distance ne semble pas déraisonnable pour d'autres animaux. Entre 10 et 15 km de routes accidentées, de montées volcaniques et de zones arides. Mais pour ces géants lents, l'effort peut durer des semaines. Le long de la route, les vestiges d'anciennes migrations s'accumulent pour rappeler la difficulté. Des coquilles vides, blanchies par le soleil et les années, apparaissent sur les bords des sentiers naturels. Elles témoignent de ceux qui n'ont pas réussi. Il ne reste plus de corps.
mais seulement les dômes de kératine durcis qui protégeaient autrefois des vies qui n'ont pas duré. Pourtant, ces pertes font partie du cycle, un rappel silencieux du risque et de l'exigence que comporte chaque voyage. Les tortues qui partent savent, par instinct acquis au fil des générations, où elles doivent aller. Il n'y a pas de chemin marqué ou de signes visibles à l'œil nu, mais les pentes naturelles, les changements subtils d'humidité dans la végétation et leur mémoire génétique leur indiquent la direction à suivre. Les scientifiques ont constaté que certaines tortues reviennent chaque année, et même depuis des dizaines d'années, sur les mêmes parcelles de nourriture. Sur le chemin, les obstacles sont constants, terrain accidenté, zones non ombragées et températures diurnes élevées. Bien que peu d'espèces s'attaquent à une tortue adulte, principalement en raison de l'absence quasi totale de prédateurs naturels aux Galapagos et de la résistance de leur carapace épaisse et solide, ces reptiles doivent faire face à d'autres ennemis tout aussi implacables. L'épuisement, après avoir parcouru de longues distances sous un soleil brûlant, et la déshydratation qui sape peu à peu leur force menacent leur survie. Les jeunes tortues, à la carapace encore plus molle et au corps moins robuste, ou celles qui portent des blessures dues aux rochers, voient leur chance d'achever la migration drastiquement réduite. Après des semaines passées à ramper lentement sur des pentes de plus en plus raides, les tortues abordent la dernière étape de leur voyage. Le terrain accidenté et rocailleux oblige chaque mouvement à un effort extrême, tandis que le soleil, bien que doux, assèche le sol et durcit chaque pas. Mais malgré la fatigue accumulée, en atteignant les zones les plus élevées, le paysage commence progressivement à changer. L'air devient plus frais et plus humide, tandis qu'un silence enveloppant n'est interrompu que par le murmure constant de la bruine. De petites parcelles de forêt apparaissent, offrant un havre de vie. Cactus dressés, herbes fraîches et plantes succulentes prospèrent dans ce coin généreux. Ces reptiles géants, après une odyssée ardue, se dispersent lentement, profitant de chaque bouchée pour reprendre des forces. Certains restent là pendant des semaines, voire des mois, dans un marigot où l'usure est laissée derrière eux, jusqu'à ce que les premières pluies annoncent le retour à la plaine et le début d'un nouveau cycle. Tous ceux qui sont partis n'y parviennent pas. On estime que, pendant les saisons particulièrement sèches, plus de 30% d'entre eux sont bloqués en chemin. Cependant, ceux qui terminent le voyage n'assurent pas seulement leur survie immédiate. Ce sont aussi ceux qui, dans ces zones d'alimentation sûre, pourront se reproduire. Aux Galapagos, seuls les individus qui font preuve d'endurance et de capacité à faire face à ces voyages sont inclus dans les générations futures. Lorsqu'une femelle arrive dans les hautes terres, elle cherche des sites de nidification appropriés, un sol mou protégé par une végétation basse. Elle y creuse un trou profond avec ses pattes arrière et y dépose ses œufs qui resteront couverts et cachés pendant des semaines. Les nouveau-nés entameront le même cycle migratoire que leurs ancêtres. Ainsi, année après année, cette migration silencieuse et persistante se poursuit. Aux Galapagos, chaque coquille abandonnée est un témoignage silencieux du sacrifice que la vie exige. Et chaque tortue qui atteint les hautes terres réaffirme la continuité d'un héritage qui défie le temps et l'adversité, comme aucune autre espèce ne parvient à le faire. La rivière gronde, le courant charrie des branches, des pierres et des feuilles sèches, mais dans ce chaos liquide, des milliers de corps rougeâtres résistent. Dans une lutte obstinée contre la force implacable de l'eau, les saumons ont entamé leur dernier voyage. C'est l'aboutissement d'un cycle de vie, un voyage inscrit dans leur gènes depuis des millions d'années. Depuis les eaux libres de l'océan Pacifique au large des côtes de l'Alaska et du Canada, chaque année, entre la fin de l'été et le début de l'automne, le saumon rouge remonte les rivières d'Amérique du Nord au cours de l'une des migrations les plus brutales et les plus exigeantes de la nature. Ils naissent dans ces mêmes cours d'eau, dans des sources gelées à plus de 1000 km de la mer. Ils passent leurs premiers mois cachés parmi les rochers, survivant aux prédateurs aquatiques et aux courants. Lorsque leur corps a atteint une force suffisante, ils descendent dans l'océan, où ils grandissent et se nourrissent pendant des années. Mais l'appel du frai est inéluctable. C'est un mandat biologique qui ignore tout obstacle, toute usure, toute possibilité de retour en arrière. Ce n'est pas la recherche de ressources qui les oblige à migrer, puisqu'ils ont de la nourriture en abondance dans la mer.
C'est la nécessité de revenir sur le même tronçon de rivière où ils sont nés afin de perpétuer leur espèce. Ce voyage de plus de 1000 km à contre-courant les oblige à remonter des courants violents et à franchir des sauts de plusieurs mètres de haut, tandis que des prédateurs les guettent dans les eaux troubles et sur les berges. Sur les rives du fleuve, caché derrière les arbres humides, un ours brun attend. Ses sens perçoivent le frémissement de l'eau, le fracas des corps, la vibration du lit de la rivière. Il sait que c'est sa chance. L'hibernation approche et son corps a besoin d'emmagasiner une réserve de calories suffisante pour survivre aux mois de glace et d'obscurité. Il n'aura pas besoin de poissons. Il n'en prendra pas un seul. Cette rivière, à cet instant, lui appartient. L'ours descend jusqu'à un rocher plat qui interrompt le courant. Il s'y positionne, stable, immobile, et laisse la rivière faire le travail. Les saumons, incapables d'arrêter sa progression, passent sous ses pattes. D'un coup de griffe, il en attrape un et le sort de l'eau. Il ne s'arrête pas pour le tuer avec précision. Il l'éventre sur place, rejetant les parties et sélectionnant les viscères riches en graisse. Ce qui n'est pas consommé tombe dans le ruisseau, mais n'est pas gaspillé. En quelques secondes, des dizaines de goélands et de corvidés descendent pour réclamer leur part. Les restes, chair et sang, retournent à l'eau, la tachant de rouge, et les corps qui continuent à nager le font sur les carcasses des leurs. Du haut des airs, les pigargues à tête blanche veillent. Leur vision est capable de détecter la lueur argentée d'un poisson en mouvement à des centaines de mètres. Ce phénomène, ils le connaissent. Année après année, il se répète. Lorsqu'un saumon tente de remonter la rivière d'un bond violent, il est exposé en plein vol pendant un instant, le temps que les griffes se referment sur son dos. Son destin est scellé pendant ce bref instant. Le poisson est transporté jusqu'à un rocher exposé où il sera déchiqueté et, plus tard, partagé avec les petits affamés qui attendent dans le nid. Pendant ce temps, les saumons survivants n'ont pas de répit. Le voyage n'est ni linéaire ni indulgent. Ils doivent affronter des cascades, des passages étroits où le courant les plaque contre les rochers. L'épuisement est absolu. Leur corps, conçu pour vivre exclusivement dans la mer, subit la déshydratation progressive d'une exposition prolongée à l'eau douce. La peau devient terne, usée, les nageoires se déchirent, les écailles s'écaillent, et beaucoup finissent par être rejetés sur le rivage, où leurs forces sont définitivement épuisées. Cependant, certains s'accrochent. Les plus forts, ceux qui ont réussi à éviter les ours, les aigles et les rochers pointus, atteignent les frayères, les étendues d'eau calme à la source des rivières. C'est là que commence l'acte le plus important de leur vie. Les femelles creusent avec leurs nageoires postérieures un petit trou dans le lit de la rivière, où elles pondent jusqu'à 5000 œufs. Les mâles, usés, déformés, les mâchoires recourbées par l'effort, libèrent leur sperme sur eux. L'engrais naturel de ces corps mourants ne sera pas gaspillé. Même leur décomposition enrichira les eaux, fournissant des nutriments à la génération suivante. À cet instant, après avoir rempli leurs fonctions biologiques, les corps sont abandonnés. Beaucoup meurent en quelques heures, d'autres ne survivent que quelques jours. La rivière devient une succession de cadavres, de corps boursouflés qui servent de nourriture aux prédateurs opportunistes et aux oiseaux charognards. Les alevins eux-mêmes, qui naîtront des mois plus tard, profiteront des restes pour se nourrir dans les premiers jours de leur vie. Sur les milliers de poissons qui partent de la mer, moins de 10% atteignent le site de ponte. Mais cette infime fraction suffit à maintenir une espèce qui a résisté aux glaciations, aux changements climatiques, aux modifications du cours des rivières et, plus récemment, à l'intervention de l'homme. Cette migration confirme l'absence de clémence de la nature. Une seule logique implacable prévaut. Seuls survivent ceux qui parviennent à échapper aux multiples menaces qui les guettent à chaque étape du voyage. Chaque kilomètre parcouru sous l'implacable courant est une épreuve définitive, où seuls les plus aptes assurent la pérennité de l'espèce. Alors que dans les rivières d'Amérique du Nord, les saumons luttent contre le courant dans une ultime tentative pour perpétuer leur lignée. Dans un autre coin de la planète, sous l'immensité bleue de l'océan, une migration encore plus brutale a lieu. Dans une zone où la lumière effleure à peine les premiers mètres d'eau avant de s'estomper dans un bleu dense et insondable, des millions de petits poissons se déplaçant en masse. Il ne s'agit pas d'un exode de géants.
mais de bancs de sardines qui, chaque année, forment un organisme vivant plus vaste, se déplaçant à l'unisson à la recherche d'eau plus chaude, d'une nourriture abondante et d'endroits sûrs pour frayer. Mais à la différence des fleuves d'Amérique du Nord, ici, il n'y a pas de berge ni de cours évidents. Il n'y a qu'un horizon liquide qui s'étend partout, où la menace peut venir de n'importe quel angle, ce qui augmente encore les chances de survie. Le banc est leur seule défense. Un esprit collectif qui se déplace comme une unité, réagissant au moindre changement de pression de l'eau, à l'éclair d'un prédateur, au bruit lointain d'un animal à l'affût. Il n'y a pas de chef ni d'ordre, seule la mémoire ancestrale de l'espèce inscrite dans les réflexes de chaque individu assure la cohésion du groupe, si bien que se séparer équivaut à une mort certaine. Contrairement aux saumons, qui nagent résolument à contre-courant, ces poissons migrent en suivant les courants marins et les masses d'eau chaude qui leur garantissent de la nourriture. Leur déplacement n'est pas une destination territoriale rigide, mais une recherche constante de ressources qui changent avec la température et les aléas de l'océan. S'ils ne migrent pas, ils meurent. Et s'ils migrent, ils meurent probablement aussi. Mais les chances sont meilleures lorsqu'ils se déplacent ensemble. Le mouvement constant est la seule certitude. Les requins patrouillent inlassablement les colonnes de poissons. Ils arrachent les bords du banc, déchirant la formation et forçant la masse à se comprimer encore plus. Chaque attaque déclenche un tourbillon d'écailles et de corps mutilés qui attirent de nouveaux chasseurs. Dauphins, orques et thons se joignent à la poursuite, profitant du chaos. Même les baleines à fanons, véritables forteresses de tonnage, se jettent à l'eau la bouche ouverte, dévorant des milliers de poissons d'un seul coup. Du haut des airs, fous de bassan et goélands sont à l'affût. Ils détectent du ciel la tache argentée qui se déplace juste sous la surface et descendent en piqué, fendant l'eau comme des projectiles, happant la proie avant que le banc n'ait le temps de se reconstituer. Mais le plus implacable n'est pas un prédateur, c'est l'océan lui-même. Les courants se déplacent sans prévenir, piégeant les poissons dans des tourbillons d'eau froide qui les éloignent des zones productives. Les tempêtes déclenchent des vagues monstrueuses qui peuvent disperser des groupes en quelques minutes. Les changements de température rendent mortelles des zones qui, il y a quelques jours encore, offraient de la nourriture et un refuge sûr. Et pourtant, ils continuent. Ils ne s'arrêtent pas. Ils n'hésitent pas. Chaque individu agit comme une cellule dans un corps plus grand qui se déplace selon des schémas qu'ils ont perfectionnés au fil d'innombrables générations. Un banc de poissons peut s'étendre sur plusieurs kilomètres et contenir des dizaines de milliers de poissons qui tournent et se contractent en spirales hypnotiques lorsque le danger surgit. Fait remarquable, cette migration, comme celle des baleines et des saumons, est due à un héritage primitif gravé dans leur biologie depuis des temps très anciens. On estime que ces poissons ont développé cette stratégie migratoire au Crétacé, il y a plus de 100 millions d'années, alors que les mers étaient dominées par les reptiles marins et que les continents n'étaient pas encore totalement séparés. Mais contrairement à ces époques, l'océan d'aujourd'hui est plus fragmenté, plus pollué et plus pillé par l'homme. Pourtant, les migrations persistent. Parce qu'elle est au-dessus de toute adversité momentanée, elle est la seule garantie de survie. Au terme de leur périple, ceux qui parviennent à déjouer les requins, les baleines, les oiseaux et les courants atteignent les zones côtières riches en nutriments, où les eaux se remplissent de plancton et de petites proies. C'est là, en petits bancs, que commence la phase de ponte. Les femelles libèrent des millions d'œufs qui flottent en suspension et deviennent dès le premier instant de la nourriture pour d'autres espèces. Seule une infime partie d'entre eux survivra et répétera le cycle. La rudesse de l'océan ne permet pas d'être sentimental. Dans cette migration, il n'y a pas de héros, pas d'individus dont on se souvient. Ce qui compte, c'est que le banc en tant qu'entité survive, que le flux soit maintenu, que l'espèce se perpétue. Ainsi, année après année, génération après génération, les migrations océaniques des bancs répètent leur voyage ancestral. Sous la surface, alors que les vagues calmes trompent le regard, se joue l'une des batailles les plus anciennes et les plus brutales de la planète. Car dans l'océan, la vie ne s'arrête pas. Et dans son immensité bleue, toute existence se retrouve dans une migration éternelle. La migration ne connaît ni pause ni frontières. Elle se manifeste aux quatre coins de la planète, des profondeurs de l'océan aux forêts oubliées.
Lorsque les premières pluies baignent les forêts de l'île Christmas, une pulsation ancienne secoue la terre. Ce n'est pas le rugissement d'un chasseur, ni l'écho d'une ruée. C'est le bruissement d'innombrables pattes, un murmure qui devient un vacarme vivant, comme si la forêt elle-même respirait. Des terriers émergent les crabes rouges, une marée écarlate de dizaines de millions d'individus, une armée sans chef qui couvre le sol comme du sang répandu. Il n'y a pas de choix dans leur marche. Il n'y a pas d'hésitation. Une seule loi implacable, atteindre la mer ou disparaître en tentant de le faire. Sur cette île perdue dans l'océan Indien, plus de 50 millions de corps, petits mais tenaces, avancent comme un courant vivant, escaladant les rochers, traversant les routes, s'empilant sur des ponts de coquillages. Routes, troncs d'arbres, pentes glissantes, rien ne ralentit leur élan. Mais ce voyage n'est pas une marche tranquille. C'est un véritable carnage. Le danger les guette à chaque instant. Sur les chemins boueux, les fourmis jaunes, envahissantes et mortelles, attendent en essaim. Leur poison, un acide brûlant, abat des milliers de crabes en quelques minutes, laissant des coquilles vides éparpillées comme les restes d'un combat perdu. Sur les routes, les véhicules en écrasent des centaines de milliers, laissant leurs corps déchiquetés et tachant l'asphalte d'un rouge plus foncé. Et sur les falaises de la côte, le chaos atteint son paroxysme. Des millions de crabes s'élancent vers le rivage, mais le sol cède sous leur poids. Des dizaines de corps tombent en cascade, écrasés contre les pierres acérées, leurs carapaces brisées en fragments, emportés par le vent. D'autres, poussés par la foule, se blottissent dans d'étroites crevasses, étouffant sous le poids de leurs compagnons. Ceux qui atteignent le rivage sont confrontés à un dernier défi. Les femelles, chargées de dizaines de milliers d'œufs, s'accrochent aux rochers, attendant le moment précis dicté par les marées, lorsque la combinaison du soleil et de la lune crée les courants idéaux. En un instant, elles libèrent leur progéniture dans la mer, un nuage sombre se dissolvant dans l'écume. Là encore, comme pour toutes les espèces marines, tous les œufs ne survivent pas. Des poissons voraces et des courants traîtres en dévorent des millions avant qu'ils ne puissent se développer. Et les crabes qui parviennent à libérer leur cargaison ne sont pas en sécurité. Épuisés, nombre d'entre eux sont emportés par les vagues, leur corps tournant désespérément dans le courant. Au fil des jours, une nouvelle vague se forme sur le rivage. Les petits, minuscules et frénétiques, émergent de l'océan, escaladant les rochers dans une course désespérée vers la jungle. Mais le chemin du retour est un champ de mort. Les fourmis jaunes rôdent à nouveau, et des oiseaux opportunistes, attirés par le mouvement, arrachent les jeunes du sol avec des becs acérés. Reste à savoir comment les crabes rouges sont produits ici en masse, chaque année, dans des proportions inconnues ailleurs dans le monde. Sur cette île, l'absence de grands prédateurs a créé un scénario unique. Pendant des millénaires, ces crustacés ont prospéré, se multipliant de manière incontrôlée. Chaque femelle porte des milliers d'œufs, une stratégie vitale pour s'assurer que malgré les innombrables menaces, certains survivent et poursuivent le cycle. Mais cet équilibre est en train d'être rompu. Les fourmis jaunes, une espèce invasive introduite accidentellement par l'activité humaine, ont provoqué une mortalité massive, décimant une armée qui, pendant des millénaires, semblait invincible. Malgré cette menace, les habitants de l'île respectent cette marche ancestrale. Pendant la migration, les routes sont bloquées, les tunnels sont activés. Et les ponts sont adaptés pour que des millions de crabes puissent traverser sans interruption. Pourtant, malgré de multiples tentatives, la destruction ne cesse pas. Cette marée rouge, avec sa fureur et sa fragilité, est une danse incessante. Des millions de personnes avancent, des milliers périssent, et seuls quelques-uns assurent la relève. Sur l'île de Noël, le sol tremble sous le poids d'une vérité inéluctable. Bouger, c'est vivre, mais vivre a toujours un prix. Des confins océaniques de l'île Christmas, où des millions de petits corps affrontent des dangers invisibles et constants, aux vastes plaines africaines, la migration est présentée comme un phénomène essentiel de la vie. Dans ces terres arides et craquelées par le soleil, d'autres géants doivent quitter leur environnement familier pour survivre. Dans ces terres gercées par le soleil, l'eau dicte le destin de tous. Et lorsque les pluies tardent à venir, même les plus grandes créatures de la savane doivent quitter leur environnement familier pour trouver l'indispensable. C'est ainsi que commence l'une des migrations les plus imposantes et les plus éprouvantes de la nature, celle des éléphants d'Afrique.
Une vaste tapisserie de fissures et de poussières recouvre le paysage. La sécheresse a déchiré les ombres, ne laissant qu'un horizon immobile et désolé. Un vieil éléphant tente de cueillir avec sa trompe les quelques feuilles sèches qui restent sur un arbre desséché. Mais il n'en obtient que des fragments. Il n'y a plus rien à ramasser. Chaque jour qu'ils passent ici, la menace de mort s'accroît. Les éléphants d'Afrique, qui peuvent peser entre 4000 et 7000 kilos, doivent consommer quotidiennement plus de 150 kilos de végétaux et jusqu'à 180 litres d'eau. Dans ce paysage aride, où chaque feuille et chaque goutte comptent, tous ne passeront pas l'épreuve de la faim et de la soif. La décision est unanime. Pas par consensus, mais par nécessité. Il faut partir, et vite. Le troupeau se met en route. En tête, la matriarche, l'éléphante la plus âgée et la plus expérimentée, se souvient parfaitement des anciens itinéraires. Ce sont des chemins tracés au fil des âges, inscrits dans une mémoire qui dépasse l'individu. Ils avancent à un rythme soutenu, mais la distance est écrasante. Plus de 300 kilomètres séparent ces terres arides des prairies du Nord où les cartes d'humidité indiquent que les premières pluies sont déjà de retour. Parmi les adultes, un veau d'à peine 1 an se distingue. Ses petites pattes maladroites tentent de suivre les plus grands. À chaque arrêt, la mère l'entoure de sa trompe, le pousse doucement, lui offre protection et ombre. Son destin n'est pas seulement le sien, il représente le patrimoine vivant du troupeau et chaque adulte le sait. Tout au long du voyage dans la savane desséchée d'Amboseli, au Kenya, les épreuves sont implacables. Le troupeau, épuisé après des jours de marche à la recherche d'eau, est confronté à un terrain où la chaleur accable les plus vulnérables. Les corps âgés, aux articulations usées par des décennies de marche, commencent à faiblir. Le deuxième jour, un éléphant âgé, un mâle aux longues défenses et au corps émacié, s'effondre près du lit d'une rivière asséchée. Ses pattes cèdent et sa respiration s'arrête sous le poids des ans. Le troupeau, mené par une matriarche âgée d'un demi-siècle, s'arrête instantanément. Ils forment un cercle étroit autour du corps immobile, dans un silence pesant que seul le bruissement de l'herbe sèche sous les pattes vient rompre. La matriarche s'approche la première, tendant sa trompe pour toucher la tête et les défenses de l'animal, un geste lent et répétitif. Les autres adultes l'imitent, effleurant le corps avec leurs trompes, certains émettant de faibles ronflements qui se répercutent dans l'air. Les jeunes, qui regardent derrière eux, restent immobiles, apprenant des anciens. Pendant plusieurs heures, le troupeau reste près de la carcasse. Certains ramassent de la terre avec leurs trompes et la jettent sur la carcasse, d'autres tirent des branches sèches des acacias voisins pour la recouvrir partiellement. La matriarche, tête baissée, caresse une dernière fois la dépouille. Il n'y a aucune chance de réanimation, mais le rituel n'est pas précipité. Enfin, la matriarche émet un doux aboiement, signal de départ. Le troupeau, à pas lents, reprend sa marche vers l'horizon, laissant derrière lui le vieil homme couvert de poussière et de branchages, témoignage silencieux de sa vie dans la savane. Alors que le troupeau reprend sa marche, le silence persiste, rompu seulement par le frottement des pieds sur l'herbe sèche. La matriarche mène le troupeau d'un pas ferme, mais ses oreilles restent en alerte, captant tous les bruits de la savane. Les veaux, encore agités par le rituel, restent près de leur mère, tandis que les adultes avancent la tête baissée, comme s'ils portaient le poids d'une perte. La poussière tourbillonne dans leur sillage et l'horizon, brouillé par la chaleur, cache les menaces que la savane ne cesse de receler. Le silence de la marche est mis à rude épreuve lorsqu'un bruissement lointain dans l'herbe alerte la matriarche, dont le regard balaie l'horizon à la recherche de ce que la savane cache toujours. Une troupe de lions, poussée par la faim, calcule ses chances. Ils savent que les adultes sont imposants et mortels, mais que les plus jeunes peuvent être dépassés. Dans une étendue ouverte, sans abri, ils tentent de s'approcher. Le troupeau détecte immédiatement la menace. Les adultes forment un cercle serré, défenses en avant, corps en position défensive. Le petit reste au centre, protégé par l'imposant mur d'enceinte. Les lions tâtonnent, tournent en rond, mais reconnaissent qu'une attaque directe pourrait leur coûter cher. Après une dernière ronde, les lions battent en retraite, dissuadés par la force de la troupe. Le soir du 6e jour, un orage au loin annonce que le voyage touche à sa fin. Au loin, les contours des acacias et des baobabs se dessinent. La végétation annonce ce que le troupeau poursuit depuis des jours.
Le premier contact avec la nouvelle terre est immédiat. Quelques éléphants s'approchent d'un point d'eau. Buvant goulûment, ils se jettent de l'eau sur le corps pour se rafraîchir et évacuer la chaleur accumulée. Les jeunes, y compris le nourrisson, jouent dans l'eau, éclaboussant, coulant et émergeant entre les troncs et les pattes. Ici, la nourriture abonde. Feuilles vertes, racines fraîches, écorces nourrissantes. Le troupeau se repose à l'ombre des acacias, mangeant tranquillement pendant que les adultes veillent et que les jeunes explorent en toute sécurité. L'importance de ces migrations va au-delà de la survie immédiate. Il ne s'agit pas seulement de trouver de l'eau ou de la nourriture. Chaque voyage est une leçon transmise. Les jeunes mémorisent les chemins, les points d'eau, les refuges, les menaces. Dans chaque progéniture est encodée l'histoire de ceux qui l'ont précédé. Dans le petit de ce troupeau, le savoir ancestral est préservé, prêt à emprunter les mêmes chemins quand son tour viendra. Ainsi s'achève ce voyage, dans un calme provisoire qui ne cache pas la certitude qu'il se répétera. Car en Afrique, et partout ailleurs sur la planète, la migration n'est pas une option. Elle est la seule garantie qu'une espèce pourra assister une nouvelle fois à l'aube.